Alors, on m'a dit qu'il faut parler dans les micros assez près apparemment. Donc, bonne soirée à tous. Merci vraiment d'être ici. C'est vraiment je suis vraiment choyé et je pense que Maxime aussi est très heureux qu'on ait autant de personnes qui soient venues partager ce moment avec nous. Pour tous les deux, donc c'est notre premier livre qu'on lance, donc c'est toujours agréable de voir que quand on lance un livre, il y a vraiment un public qui vient. Et donc, je me présente, donc David Descarriers-Tu, Maxime Bérubé qui est mon co-éditeur pour ce livre, Benoît Dupont et Fabrice de Pierrebourg, donc qui ont été un petit peu introduits déjà. Peut-être pour compléter, donc Benoît en fait donc est directeur scientifique du groupe en fait du réseau intégré de cybersécurité Serene Risk, et Fabrice de Pierrebourg donc qui est journaliste, auteur déjà de plusieurs livres, donc on pourra peut-être jaser un peu après, donc entre auteurs maintenant, donc et donc, il a écrit plusieurs livres, donc 6 livres, dont le dernier, Bye Bye Maman, et qui s'intéresse donc beaucoup au parcours des jeunes Québécois qui ont été séduits par le djihadisme, donc je pense un sujet assez d'actualité. Et donc, ce projet, en fait, Délinquance et Innovation, a commencé il y a quand même 30 mois de ça. Ça fait quand même assez longtemps. Maxime avait eu donc l'idée un petit peu folle d'organiser un workshop à Rimouski, et évidemment il s'est dit bon, on va inviter un petit peu les gens qu'on connaît, donc pas mal des gens de Montréal, et lui et moi donc on s'était mis à la tâche d'inviter des gens pour leur dire venez faire 6 heures de voiture pour venir parler devant quelques personnes pendant 15 minutes de vos dernières recherches. Et donc, je dois dire que ça avait été un projet assez ambitieux de notre part. On avait eu quand même quelques refus, mais je pense que les meilleurs étaient restés avec nous. On avait eu vraiment une journée assez fantastique et vraiment, j'avais beaucoup apprécié cette journée-là. Et le soir, en fait, on prenait un verre pour célébrer un peu le workshop. On avait Francis Fortin comme animateur de foule pour nous animer durant la soirée, pour ceux qui le connaissent bien. Et il y avait cette idée un petit peu justement de se dire, bon, ben, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Je pense qu'il y a un thème là qui résonne chez les gens, et les gens même de Rimouski sont venus nous voir pour entendre parler de délinquance et d'innovation, puis on s'est dit bon ben pourquoi est-ce qu'on ne s'en serait pas dans ce projet-là? Et donc tout ça est parti il y a environ donc 30 mois, et on termine donc aujourd'hui avec, je pense, beaucoup de sueur, mais je pense un livre fort intéressant. Et un peu comme tout le monde, en fait, je trouve qu'il y a eu beaucoup de remerciements déjà, mais je me dois en fait personnellement de prendre vraiment quelques instants, quelques secondes, remercier toute l'équipe des PUM, donc je pense Patrick Poirier, Nadine Tremblay, Sylvie Brousseau et aussi Bénédicte Prouveau qui nous ont vraiment aidés et supportés. Même si je disais que c'est une longue entreprise, je pense que les derniers mois ont été très actifs, et grâce à eux, je pense qu'on a pu se rendre au fil d'arrivée très rapidement. Évidemment, Nicole Brodeur, Jean Proulx aussi, toute la collection Jean-Paul Brodeur qui ont permis donc de rendre ce livre vraiment tangible et réel. Et évidemment, donc pour tous nos auteurs, j'en vois beaucoup qui sont ici dans la salle, donc merci. Vraiment, votre collaboration, votre patience, c'est très apprécié. Mais maintenant, ce soir, donc, on est ici pour parler de délinquance, innovation. Personnellement, en fait, la délinquance et l'innovation, en fait, l'innovation, c'est la raison pourquoi je me suis lancé en criminologie. J'ai toujours eu un petit côté un peu voyeur, essayer de découvrir, en fait, comment est-ce que le crime fonctionne. Et ce qui m'a souvent intéressé, en fait, c'est à quel point est-ce que les délinquants peuvent être innovants. On ne se rend pas toujours compte à quel point la vie d'un délinquant n'est pas nécessairement aisée. Il y a beaucoup de compétition dans les crimes de marché en particulier. On voit aussi que la police, donc, essaye toujours de nous arrêter. Et l'innovation joue un rôle, donc, vraiment important dans la vie des délinquants. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est de comprendre, donc, quelle est la dernière innovation, comment est-ce que les délinquants vont évoluer. Et moi, c'est venu me chercher peut-être d'un côté un petit peu plus technologique. Mes collègues ici, Benoît aussi un peu. Et on a des collègues, en fait, avec un background ici en avant qui sont assez diversifiés, qui vont pouvoir témoigner un petit peu de tout ça. Et évidemment, pour ceux qui me connaissent un peu plus et mes recherches, je me suis beaucoup intéressé à toute la vente de drogue sur Internet récemment, ce qui est une des innovations criminelles. Et moi, c'est celle qui m'a fasciné pour les dernières années. Et peut-être pour lancer ce débat, en fait, si on avait à vous demander, messieurs, quelle a été, selon vous, donc la plus importante innovation, on va dire, disons, des 20 dernières années dans l'ère moderne de la criminalité, si on veut. Donc, pour vous, quelle aurait été donc la plus grande innovation délinquante? Vous voulez que je commence? Bon, bonsoir tout le monde. Je suis un peu l'extraterrestre ce soir, ici, mais j'ai fait des choses plus dangereuses que ça dans ma vie, donc je vais assumer. Moi, j'ai une petite spécialité qui est le terrorisme, et par la force des choses, je me suis orienté vers le djihadisme, et pas encore plus par la force des choses, beaucoup sur
les techniques innovantes, souvent, mais on en parlera du groupe armé État islamique et d'Al-Qaïda. Et en domaine du terrorisme, évidemment, on se souviendra tous du 11 septembre 2001. Effectivement, ça a été très novateur, puisque l'avion, finalement, n'était plus une cible, mais était devenu une arme donc utilisée par le groupe terroriste Al-Qaïda. Mais en dehors de ça, je me suis beaucoup intéressé à une autre fraction d'Al-Qaïda, qui était Al-Qaïda en péninsule arabique, au Yémen. Et eux ont été vraiment innovants, c'est-à-dire qu'ils ont toujours cherché, eux, de nouveau, à utiliser l'avion comme cible, mais à trouver des procédés pour arriver à contourner donc tous les moyens techniques, parce que c'est toujours le jeu du chat et de la souris, ou du gendarme et du voleur, donc pour contourner tous les dispositifs techniques qui sont mis en place dans les aéroports et le renseignement. Et donc c'est à eux qu'on doit, entre autres, la chaussure piégée, le sous-vêtement piégé, les cartouches d'imprimante piégées. Ça a souvent échoué, les ordinateurs piégés. C'était il y a 1 an ou 1 an et demi, je pense, en Somalie. Un individu qui est monté à bord d'un avion avec un ordinateur piégé, mais finalement l'ordinateur a explosé et lui il a été précipité à l'extérieur de l'avion, il y a eu un gros trou. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de tentative, et c'est là peut-être qu'on en reparlera, les forces de sécurité sont toujours à la remorque des délinquants. C'est-à-dire que si on nous demande peut-être maintenant d'allumer notre ordinateur, c'est à cause de ça. Si on ne peut plus emmener de liquide à bord des avions, c'est qu'il y a un autre groupe qui à Londres avait essayé d'inventer un système où plusieurs terroristes montraient à bord d'un avion avec des liquides différents dans des contenants anodins et feraient le mélange à bord. Donc on voit que tout ce qui nous embarrasse maintenant quand on prend l'avion, finalement, c'est le fruit de l'innovation des groupes terroristes. Donc eux, non seulement ils ont eu un laboratoire d'idées où ils cherchaient toujours à comment faire en sorte de faire exploser un avion, mais en plus ils l'ont publicisé à travers la fameuse revue Inspire, qui est devenue un peu... il y avait la version antique, là, qui était l'Anarchist Cookbook, je pense. Et c'est vraiment le guide à la merci du petit terroriste individuel. Et ils ont diffusé, et encore maintenant, il n'y a pas un procès de terrorisme au Canada ou en Europe où on ne trouve pas dans l'ordinateur des personnes qui sont accusées un ou plusieurs exemplaires du fameux magazine Inspire. Et c'est à eux qu'on doit la fameuse bombe de type Boston. C'est-à-dire make a bomb in the kitchen of your mom. C'est-à-dire qu'on leur a appris que finalement, pour arriver à contourner encore une fois toutes les barrières qui sont mises en place pour l'accès aux explosifs, vous pouvez fabriquer une bombe chez vous avec les produits qu'il y a dans la cuisine de votre maman et dans la salle de bain en prenant son autocuiseur, des clous, de la colle, enfin je ne vais pas vous donner la recette là. Mais surtout à mon avis, puis après je vais avoir fini là parce que je vais être très bavard, toujours dans le groupe, chez les terroristes je pense, puis là c'est plus abstrait, là on parle plus de technologie, la plus grande avancée à mon avis, le plus grand coup de génie ça a été la doctrine du groupe armé État islamique qui est d'inspirer. C'est-à-dire que c'est une sous-traitance du passage à l'acte, c'est ce qu'ils appellent les appels à l'action, c'est-à-dire que n'importe qui dans le monde peut du jour au lendemain répondre à cet appel-là et commettre un acte terroriste. Mais ça, c'était encore une fois quelque chose qu'avait inventé Al-Qaïda en péninsule arabique, mais ils n'avaient pas les outils, ils n'utilisaient pas encore tous les outils technologiques, c'est-à-dire Telegram, Twitter, etc., pour le diffuser à une plus large échelle. Et ces attaques, finalement, sont rudimentaires souvent, et c'est ça qui fait leur force, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment impossibles à parer à l'avance. Donc c'est assez un paradoxe, c'est que c'est une innovation, mais très rudimentaire, archaïque, je dirais, archéologique, quand vous attaquez avec un couteau ou une voiture du jour au lendemain, parce que vous avez entendu encore ce week-end le groupe armé État islamique qui essaye de reprendre un peu de la vigueur après avoir perdu son territoire, à rediffuser une vidéo, ils repartent avec la thématique aux États-Unis, en France, passer à l'action contre les gouvernements. Donc voyez-vous, finalement, pour moi, la plus grande innovation, c'est le truc le plus simple, quoi. Alors, avant de répondre, j'aimerais juste ajouter à toute la longue suite de remerciements que, en plus d'être un érudit et un humaniste, Jean-Paul Brodeur, c'était aussi un esthète. Et je pense qu'il aurait été ravi de la qualité, de la beauté de ces objets qui sont ces livres dans cette collection-là, parce qu'il aurait été vraiment enchanté de ce magnifique livre dans cette collection-là. Pour moi, la réponse à la question de l'innovation principale, je dirais c'est exactement la même que celle qui est la principale innovation de notre vie quotidienne. Il n'y a pas de raison que les délinquants ils aient des innovations, ils vivent dans des sphères différentes de notre propre univers à nous. Et donc c'est Internet, c'est la téléphonie mobile. Ils sont séduits par la magie de la technologie comme nous. Ils sont happés, absorbés, ils essayent de l'exploiter, ils essayent de voir comment ils peuvent améliorer leur productivité avec cette technologie qui
devient consubstantiel à notre vie quotidienne, chaque minute qu'on passe. Ça change leur rapport au temps, ça change leur rapport à l'espace. Ils peuvent collaborer avec des gens à l'autre bout du monde sans avoir à les rencontrer préalablement, sans avoir à passer du temps avec eux en prison pour construire de la confiance. Ils peuvent automatiser leurs actions délinquantes. Donc aujourd'hui, je pense que cette innovation-là de l'Internet, ils se la sont appropriés comme nous la sommes appropriés dans notre vie quotidienne. Elle représente la moitié des crimes qui sont commis en volume d'actes délinquants dans les sociétés développées. Alors si vous y réfléchissez un instant, là, en 25 ans, Internet est rentré dans notre vie, c'est démocratisé depuis 25 ans. En 25 ans, tous les crimes qui sont associés ou facilités par Internet et la téléphonie mobile représentent aujourd'hui la moitié statistiquement de tous les actes criminels qui sont commis. Alors pour moi, ça c'est une transformation majeure, mais en même temps il ne faut pas non plus désespérer. Il y a aussi matière à se réjouir parce qu'il y a des crimes qui ont disparu. Alors les braquages de banques à main armée, violents, il n'y en a plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Alors il y a aussi des innovations positives, il n'y a pas que des innovations négatives, il y a des innovations positives qu'il faut essayer aussi d'intégrer à cette réflexion globale. Mais justement, en fait, j'allais rebondir aussi sur les premiers propos de Benoît, mais je sais pas si tu voulais... Non, ben écoute, Maxime, vas-y. Je me demandais en fait si toutes ces innovations-là qu'on voit ressortir dans notre société en général, est-ce que toute innovation peut être utilisée à des fins délinquantes? Oui, potentiellement, toute innovation peut être utilisée à des fins délinquantes, mais c'est un petit peu comme les innovations qu'on cherche à nous commercialiser, à nous vendre. Là, les bouteilles d'eau qui sont connectées, les frigos qui sont connectés. C'est pas parce qu'une innovation est disponible qu'elle va être adoptée. Alors, il y a tout un tas de caractéristiques de l'innovation, de la personne qui considère cette innovation dans ses pratiques quotidiennes, du mode d'organisation sociale dans laquelle elle s'intègre, qui vont définir aussi si cette innovation-là va lui être utile ou pas, quelle fonction elle va remplir, est-ce que ses valeurs sont alignées avec cette innovation-là. Donc je pense qu'il y a tout un tas de critères aussi qu'il faut examiner. Une des contributions majeures de votre livre, là je vais pousser un petit peu faire la promotion, c'est que c'est certainement en vente à l'arrière. En vente à l'arrière pour la modeste somme de $34,95, c'est que c'est probablement parmi un des premiers ouvrages en criminologie qui essaye justement de penser cette innovation-là, ces processus d'innovation, comment ça se fait concrètement, avec des études de cas concrètes dans divers domaines, la réponse des autorités, des services de police, l'innovation policière aussi. Donc je pense que oui, potentiellement, toute technologie peut faire l'objet d'une innovation, mais ce n'est pas parce qu'une innovation existe qu'elle va être adoptée et qu'elle va être utilisée massivement non plus par des groupes délinquants. Mais je trouvais ça intéressant que vous apportez en fait une vision qui est assez différente, je trouve, où Benoît, justement, tu parles beaucoup de l'aspect technologique, et Fabrice parlait beaucoup plus en fait d'un aspect low-tech, si on veut, en bon français. Justement, est-ce que tu penses que c'est... Non, mais je suis d'accord avec Benoît, c'est que, puis là, je n'ai pas parlé de l'Internet tout à l'heure, mais c'est fascinant l'utilisation de l'Internet par les groupes terroristes. Bon, effectivement, je ne reviendrai pas sur l'Internet et son rôle dans la criminalité financière, etc. Ça, vous connaissez plus que moi. Moi, j'ai le blocage des ordi contre rançon, fraude au président, on a tout vu. Avant, c'était des fax, hein. Ça avait des fax comme quoi on avait gagné, je sais pas combien au Nigeria, là. Donc, ils se sont adaptés eux aussi. J'ai vu hier aussi, c'est nouveau, la CIA, puis il y a des groupes bancaires aux États-Unis qui préviennent que maintenant, ils ont trouvé un système de piratage des guichets ATM aussi. On est capable de vider un guichet en je sais pas combien de temps, donc vous voyez, c'est la nouveauté. Il y a la criminalité étatique, je dirais, je cherche le mot, j'ai pas trouvé mieux là, mais tout ce qui est cyberespionnage à des fins militaires, que ce soit ça, tous les pays le font, là, amis ou ennemis, surtout les amis d'ailleurs, parce qu'on s'en méfie moins, mais ça, la Chine, France, Corée, Russie, il y a eu le cyberespionnage économique, le cyberespionnage politique, et on a vu le piratage de tout ce qui était parti démocrate pendant les dernières élections, la cyberguerre, tout ce qui est délinquance sexuelle aussi, tous les réseaux pédophiles, bon moi je m'en occupe pas trop non plus, mais les terroristes eux,
mes amis, ont vite vu effectivement les opportunités qui ont été offertes par tout ce qui est innovation liée à l'apparition d'Internet. Ça a commencé doucement avec les premiers forums de discussion, où là c'était vraiment, on discutait, on donnait des conseils. Les djihadistes, il y en avait plusieurs, Moujahiroun, Antarelak, Minbar, etc. Il y avait même, pour la petite histoire d'ailleurs, un Québécois qui est en prison en ce moment, Saïd Namou. Tout le monde avait ri parce qu'il était à Maskinongé. Et lui, il montait des vidéos pour le groupe Al-Qaïda, il faisait de la propagande depuis un espèce de petit sous-sol de Maskinongé. Et après, évidemment, ils ont évolué en même temps que la technologie. Dès que YouTube est arrivé, Facebook, Twitter, ils ont investi tous ces champs numériques. Et on a vu aussi, ils s'en servent aussi en titre de piratage de sites officiels ou commerciaux, donc soit à des fins de propagande, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un site web d'une compagnie ou d'un gouvernement, quand vous ouvrez, il y a le drapeau de l'État islamique, donc soit pour faire de la propagande, mais c'est aussi un peu pour terroriser, c'est un peu toujours dans leur rhétorique, nous sommes chez vous, nous sommes capables d'être chez vous, à la fois physiquement et numériquement, et évidemment, il y a le scénario catastrophe, puis moi j'ai vu des documents en loi d'accès à l'information, la GRC, etc., s'était penché là-dessus, où on imaginait la prise de possession, on en revient toujours au fameux avion, d'un avion avec un ordinateur portable, que ce soit un passager à l'intérieur qui serait capable de prendre possession des commandes de l'avion. Ça, c'est assez terrifiant. C'est probablement pour l'instant un fantasme, mais surtout après, il y a eu l'apparition du cryptage des communications. Alors évidemment, Telegram, cette application russe, l'anglais s'en servent énormément. Dès que Twitter a commencé à faire la chasse aux comptes djihadistes, ils se sont rués sur Telegram. Et je dois dire, moi j'étais dessus, là, c'était hallucinant, quoi. C'était incroyable, parce que d'abord, la chaîne, ça appartient à des Russes, puis ils s'en foutent un peu de la lutte au terrorisme, enfin des considérations occidentales. Et toutes les chaînes du groupe Hamac, qui était un peu l'agence de presse du groupe armé État islamique, chaque jour recréaient des comptes différents. Ils s'en servaient à la fois à des fins de propagande, aussi pour les revendications des attentats. Évidemment, donc les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et comme sur Telegram, c'est-à-dire que non seulement il y a la structure du groupe terroriste qui est dessus directement, mais ils peuvent démultiplier leurs messages parce qu'ils sont suivis eux-mêmes par toute une armée de fanboys et qui eux-mêmes recréent des comptes et démultiplient le message. Il y a une formule que j'aime beaucoup et que souvent les groupes djihadistes sortent, puis de façon très... ils disent le djihad médiatique, c'est 50% du combat. C'est-à-dire qu'ils ont compris que finalement, et médiatique au sens large, pas uniquement la présence dans les journaux, et Twitter, il n'y a pas longtemps, a dit avoir supprimé 1,1 million de comptes liés à du terrorisme. Ça vous dit quelque chose quand même, 1,1 million de comptes. Il y a évidemment tout ce qui est les téléphones bloqués maintenant, comme les iPhones avec les empreintes digitales, qui compliquent énormément la vie, qui facilitent pas le travail, à vrai dire, des groupes terroristes, mais qui compliquent l'enquête a posteriori. C'est-à-dire quand vous trouvez un téléphone verrouillé comme ça, c'est difficile pour les services de renseignement d'arriver à déverrouiller le téléphone si c'est avec l'empreinte digitale, comme les derniers iPhones. Et petite anecdote aussi, parce que finalement, tout est question d'opportunité pour eux, les drones grand public, depuis que c'est apparu, ils s'en servent beaucoup, je l'ai vu à Mossoul, ils font voler des petits drones, comme ça ils s'en servent soit pour repérer avant une attaque, soit ils ont essayé de faire des drones armés artisanaux, c'est-à-dire que même des petits drones, là, ils mettent en dessous une petite charge explosive ou une grenade, puis ils la larguent comme ça sur une patrouille. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais donc ça pour vous dire qu'ils sont à l'affût de chacune de ces technologies, quoi. Ouais. Puis vraiment intéressant, et je trouve un des aspects en fait, et on en parlait Fabrice justement, le terroriste de Maskinongé, mais justement on parle beaucoup comment est-ce que les délinquants vont innover, vont aller sur ces plateformes-là virtuelles pour échanger ensemble, et j'ai fait une partie de ma carrière en étudiant ces plateformes-là, mais est-ce qu'on retrouve vraiment des bons et des vrais délinquants ou des vrais terroristes là-dessus? Est-ce que vraiment c'est une innovation qui sert à ces délinquants-là? Quand on voit ce genre d'histoires qui sont un peu, disons... Toutes les plateformes, que ce soit YouTube... Ouais, ou... Ah, ben bien sûr, oui, ils s'en servent. Puis, on le voit dans beaucoup d'enquêtes criminelles, leurs communications se font comme ça. C'est-à-dire que, surtout Telegram, parce que comme c'est crypté, les forces de police ont beaucoup de mal. Il y a beaucoup de jeunes en France qui ont été arrêtés ou qui ont voulu partir, qui ont voulu faire des attentats. On s'est rendu compte qu'ils communiquaient avec un maître à penser en Syrie qui s'appelait Rachid Kassim, qui est un ancien travailleur social. Bah lui, il avait une chaîne Telegram où il dirigeait, il donnait des conseils. C'était comme un mentor opérationnel. Fais ci, fais ça, vas-y, fais-le, etc. Donc ils s'en servent vraiment. Et ils sont à l'affût. Regarde, ils donnent même dans Inspire, ils donnent des conseils pour crypter les communications, pour utiliser des logiciels qui font en sorte que leur communication soit sécurisée. C'est une obsession. Ils ont raison d'avoir cette obsession-là.
Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est que, ça vous en parlerez peut-être, mais on a l'impression que plus les forces de police, les forces de renseignement mettent d'outils de contrôle, puis on a toujours cette idée que la NSL, le CST, etc., surveillent tout le monde, vont chercher tout un tas de données, mais finalement, je pense qu'ils sont étouffés sous ces données-là. C'est qu'on oublie bien souvent que le meilleur allié des forces de police, c'est l'humain. En matière de contre-espionnage et contre-terrorisme, on fait moins confiance à l'humain, on fait trop confiance à la technologie, quoi. Ouais. Je ne sais pas si Benoît, toi aussi, tu trouvais que c'était une technologie qui est très utilisée, là. Oui, c'est une technologie qui est très utilisée, mais c'est juste l'échelle qui change. C'est-à-dire que même s'ils ne sont pas très bons, ceux qui sont sur ces plateformes-là, mais c'est des plateformes qui réunissent des centaines de milliers d'individus ou des millions de comptes qui sont supprimés, il va forcément y en avoir un qui n'est pas si mauvais que ça, ou qui, même par le fruit du hasard, va arriver à commettre une attaque qui va inspirer la peur et la terreur. Donc la question de est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils ne sont pas bons, ceux qui sont sur ces plateformes, je pense qu'il faudrait la reformuler en disant, mais est-ce qu'on opère à une échelle où l'innovation a dépassé les capacités des services de police. Il y avait un temps en France une discussion sur savoir est-ce qu'il fallait suivre tous les gens qui étaient radicalisés et qu'on avait identifiés sur Internet. Alors il y avait plus de 12 000, je pense, personnes qui avaient des fiches S. Le seul problème, c'est qu'il y a 3 000 seulement policiers spécialisés dans l'antiterrorisme en France. Alors on fait comment? On découpe un policier en 3 pour suivre chaque personne. Donc c'est l'effet de masse qui devient complètement asymétrique pour les services de police et les services de renseignement. Peu importe que les gens soient bons ou pas bons là-dessus, là potentiellement ils représentent un danger, peuvent attaquer avec très peu de ressources. Et donc ça a radicalement changé la géométrie de la surveillance et la géométrie de l'enquête et du travail policier. Benoît me vole ma question. Je voulais qu'on parle des acteurs de la sécurité. Maintenant, on a parlé beaucoup des délinquants. Fabrice, tu parlais de chat et de la souris. Toujours un peu les policiers qui sont en adaptation face au comportement des délinquants. Est-ce que les policiers innovent eux aussi? Est-ce que les acteurs de la sécurité vont aussi innover ou est-ce que les délinquants innovent plus que les policiers, en fait, compte? Question piège. Moi, j'ai le sentiment qu'on est toujours en mode réaction. Oui, il y a de la prévention, mais on est toujours en mode réaction. Je parlais tout à l'heure des portiques dans les aéroports, etc. On est en mode réaction. On s'est mis à mettre des plots de béton dans les manifestations publiques dès qu'on s'est rendu compte que les terroristes utilisaient des véhicules. Donc, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand on parle d'innovation, je pense que cette clientèle-là, ce sont plus des opportunistes en vérité. Et c'est des opportunistes qui observent ce qu'on fait, qui observent les comportements des forces de police. Effectivement, comme dit Benoît, il y a un problème de nombre. C'est-à-dire que si on veut effectivement filer quelqu'un 24 heures sur 24, ça prend 20 policiers, je pense, hein, à peu près. Puis il faut qu'ils se reposent à un moment donné, donc c'est impossible. Et même quand vous avez des individus qui sont sous surveillance, si on prend l'exemple de Martin Couture-Rouleau, je trouve qu'on a vite enterré ce fiasco-là. Mais c'est un fiasco terrible, Martin Couture-Rouleau. Enfin, il était suivi par les forces de police, on lui avait retiré son passeport, il avait été intercepté à l'aéroport, son père ne savait plus comment faire pour trouver une solution pour qu'on le prenne en charge d'un point de vue médico-social, etc. Et tout. Il rencontre la police, je pense, le 8 ou 9 octobre. On pense que tout va bien, qu'il ne présente plus de danger, puis 2 semaines plus tard, ils foncent sur des soldats avec un véhicule. Donc si vous voulez, moi je dis, ils sont toujours opportunistes. Oui, on essaye, on voit, on a créé les équipes intégrées de sécurité nationale, vous en parlez dans le livre, là. Au Canada, on a essayé de faire en sorte que les forces de police commencent à travailler ensemble, quoi. Parce que s'il y a bien un milieu où chacun travaille de son côté, c'est bien les forces de police, hein, les couleurs, comme on dit, ils disent les couleurs se mélangent pas, il y a les bleus, les verts pour la SQ, les rouges pour la GRC, le SRS, puis il y a toujours des chicanes plus ou moins historiques entre eux. Donc déjà, ils ont essayé de travailler entre eux, partager l'information, mais là encore, partage d'information, il faut faire attention. Il y a des considérations de vie privée à respecter. L'information que vous donne un service de renseignement allié, vous ne savez pas comment il l'a obtenue. Puis le renseignement peut après se vaporiser, etc. Donc oui, il y a des innovations, il y a les écoutes électroniques, il y a tous les moyens techniques. Mais moi, je pense encore que les délinquants ont toujours une longueur d'avance. Les forces de sécurité aussi ont beaucoup de restrictions administratives. Peut-être Benoît pourra rebondir là-dessus un peu. Tu avais déjà réfléchi à ces questions-là. Oui, c'est certain que les délinquants innovent plus rapidement que les services de police. Ils n'ont pas de cadre bureaucratique avec une inertie qui les empêche d'acquérir de nouvelles technologies. Quand ils veulent quelque chose, ils l'achètent. Ils n'ont pas de règles de passation de marché trop élaborées à respecter. Ils n'ont pas de coupure budgétaire annuelle qui s'impose à eux. Ils n'ont pas d'austérité financière. Ils n'ont pas un environnement qui privilégie le statu quo sur le changement.
Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité des services de police ou des services de renseignement, parce que de plus en plus, ils collaborent avec des entreprises dont le modèle d'affaires est bâti sur l'innovation. Et je pense qu'une des révélations principales de l'affaire Snowden, ou à notre plus modeste échelle au Québec de l'affaire Lagacé, c'est que les services de police, ils collaborent avec les entreprises de télécommunications, ils collaborent avec les entreprises qui offrent des services en ligne, comme Facebook et Google et compagnie. Et ces entreprises-là sont capables de leur fournir, de les aider à accéder à des technologies qu'ils ne rêveraient pas de développer en interne. Donc il y a aussi beaucoup d'innovation du côté policier. Elle est moins rapide, elle prend plus de temps, elle est plus lente, elle est plus fastidieuse, mais elle donne aussi des résultats. Et je pense qu'il ne faut pas non plus tout peindre d'une façon un petit peu en noir et blanc, en manichéenne. Et je pense finalement, mais là je vais être un petit peu provocateur peut-être, en disant que, et peut-être pas pour le terrorisme évidemment, où c'est un sujet très sensible, mais pour d'autres formes de délinquance, peut-être que les délinquants sont devenus un petit peu les canaris dans la mine, qui sont là pour nous aider à être plus résilients en identifiant les failles de notre technologie dans nos sociétés ultra complexes, dont on n'arrive plus vraiment à comprendre un petit peu toutes les couches de complexité, que justement les délinquants, en étant capables d'innover, ben, ils nous signalent, ils nous indiquent quels sont les points faibles de nos systèmes tellement complexes qu'on n'arrive plus à en comprendre les tenants et les aboutissants, et ils nous aident justement à les rendre plus robustes, plus stables, et donc peut-être ils remplissent une fonction sociale, mais ça peut-être pour le livre suivant, qu'on pourrait examiner ça, oui c'est ça. Non, puis peut-être une anecdote en fait que j'avais bien aimé. Carlo a déjà travaillé sur certaines enquêtes policières qui étaient, disons, assez innovantes, mais un service de police canadien fédéral, disons, je pense que c'est assez flou quand même, et donc il s'intéressait un petit peu justement à la vente de drogue sur Internet. Et ils se disaient, bon, justement, attraper les gens, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et une technique, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, en fait, c'est qu'on est capable de remarquer, quand quelqu'un envoie de la drogue par la poste, ben, le paquet ressemble souvent à la même chose. Et donc, tout ce qu'ils ont fait, en fait, c'est de saisir les paquets dans la poste, sans jamais avertir personne, sans faire de campagne publique. Et on voyait, en fait, sur les forums, les gens qui commençaient à venir parler pour dire, avez-vous acheté du cannabis canadien? Ah oui, moi, je l'ai pas reçu, moi non plus. Et assez rapidement, en fait, le mot s'est passé comme quoi on était supposé avoir de l'excellent cannabis au Canada, mais malheureusement, il n'arrivait jamais à destination. Et on a vu, en fait, le marché du cannabis canadien illicite sur le web, une niche quand même, et chuter de peut-être 95 ou 99% dedans de quelques semaines. Et ça, moi, je trouvais, en fait, c'est une technique à très faible coût. On n'a pas à investir dans les plus grands gadgets, et où, finalement, on prend une technique qui est assez, finalement, encore une fois, traditionnelle de police, pour s'attaquer à un problème. Et on le voit, en fait, de temps en temps, c'est ce type d'opération-là, qui arrive peut-être pas très souvent non plus. Maintenant, dans vos expériences, en fait, est-ce que vous trouvez qu'il y a un type de délinquant qui vous a impressionné par son côté innovateur? Vous en avez parlé beaucoup, mais sans mettre un sur la sellette. Est-ce qu'il y a vraiment un type de délinquant? Chez toi, Benoît, je ne sais pas si ce serait les pirates informatiques qui t'ont impressionné, ou tu es plus ou moins impressionné par eux, ou... Non, c'est pas que je suis pas impressionné ou pas impressionné, mais je trouve que c'est très contextuel. Alors il y a des poches d'innovation, comme dans l'industrie, qui se développent à certains endroits, parce que certains individus ont une créativité particulière, et ils ont beaucoup de succès soudainement. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de catégorie particulière où il y a une innovation effrénée à l'échelle de tout un groupe. Je pense que c'est beaucoup plus localisé que ça, encore une fois, là, je reviens sur les éloges, mais c'est ce type d'étude de cas que vous avez mis en exergue dans le livre qui va nous permettre justement d'identifier les variables qui font que certains individus sont plus innovants que d'autres, les caractéristiques qu'ils possèdent, on ne les connaît pas vraiment dans le domaine délinquant. Est-ce qu'ils ont des trajectoires particulières, des caractéristiques particulières? Vous aider à essayer de comprendre ça un peu mieux. Certaines innovations aussi certaines technologies, sont peut-être plus propices à l'innovation délinquante que d'autres. Et encore une fois, il y a également des traits culturels peut-être. Certains pays dans lesquels les délinquants semblent être plus innovants. Alors dans le domaine du piratage informatique, il semble que les délinquants des Russes ou des ex-pays de l'Est sont particulièrement créatifs en ligne pour créer de nouvelles solutions, parce que dans leur pays, il n'y a pas forcément d'autres opportunités légitimes qui s'offrent à eux, et que donc ça canalise vers ces activités-là. Donc ils ont l'impression d'être un petit peu détachés des victimes, des gens particulièrement inventifs et créatifs. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de catégorie de délinquants, mais il y a des situations très contextualisées qu'on a besoin d'apprendre à mieux analyser, je pense.
Je sais pas si c'est quelque chose à rajouter, Fabrice. Bon, pas grand-chose, je suis d'accord avec Benoît, c'est que ça dépend, c'est relatif, puis ça dépend aussi de nos passions. Spontanément, évidemment, moi je pense à tout ce qui est les gens qui utilisent toute la fraude par informatique, etc. Tout ça, ça me fascine parce que j'y connais rien. Donc je me dis, il doit être très très bon. Non, mais je dis, le crime organisé, ça c'est sûr, parce qu'eux ils sont motivés par l'appât du gain, donc ils ont besoin toujours d'être innovants, en particulier tout ce qui est trafic de stupéfiants, effectivement, que ce soit par la poste, où je suis fasciné aussi de voir comment on essaye toujours maintenant de passer de la cocaïne d'une façon toujours plus remarquable, et c'est souvent rudimentaire. On va planquer ça dans, je sais pas moi, dans des canettes, dans des cannes de haricots qui viennent de je sais pas où. Donc vous voyez que c'est toujours la même chose. Ils savent qu'il y a des scanners, il y a aussi du renseignement a priori. On regarde des bateaux qui ont des trajectoires bizarres, ou bon, il y a des alarmes qui se font aux douanes, mais bon. Et eux, ils essayent toujours de passer, mais à un moment donné, ils peuvent plus innover, quoi. Il faut quand même que ça rentre physiquement sur un autre territoire. Donc là, ils vont avoir une capacité de toujours chercher. Puis évidemment, les terroristes, oui, ils sont toujours... Mais moi, je reviens toujours là-dessus. Moi, je les trouve pas très innovants, je les trouve opportunistes. Je pense que c'est le bon mot, c'est des opportunistes. Et je dis toujours ça, c'est que c'est ça qui les rend beaucoup plus dangereux, car imprévisibles. Puis c'est des roues. Il y a des modes, à un moment donné, ils font des voitures piégées, après ils passent avec les attaques à l'arme automatique, comme on a vu à Paris, après aux voitures, aux couteaux, puis il y avait un policier antiterroriste à Paris qui me disait il faut toujours se méfier, parce qu'on a l'impression que, parce qu'ils n'utilisent plus la voiture piégée depuis des années, parce qu'on n'a plus accès aux explosifs militaires, au sulfate d'ammonium, je pense, enfin les engrais, parce que c'est contrôlé maintenant. Quand vous achetez une grosse quantité alors que vous avez un potager, on va vous dénoncer si vous en achetez une tonne. Donc ils vont toujours chercher quelque chose, mais à un moment donné, s'ils voient un ancien mode opératoire est de nouveau possible, ils vont le refaire, parce que toujours pour chercher, parce qu'ils voient nous on pense que c'est comme ça qu'ils vont faire pour les prochaines années, quoi. Ouais. Donc c'est une forme aussi d'innovation, quoi. Ouais. Puis, si on revire la question à l'envers, en fait, est-ce qu'il y aurait un type de délinquant qui serait plus restreint, ou dont les efforts d'innovation seraient plus perturbés par les forces de l'ordre, ou encore nos amis chercheurs qui s'intéressent plus particulièrement à différents types de délinquants, par exemple? Ben, moi, pour réutiliser une catégorie qui a été créée par Jean-Paul Broder, justement, entre la distinction entre haute police et basse police, je pense que tous les délinquants qui commettent des crimes contre l'État, qui menacent la sécurité de l'État, vont se confronter à des ressources démesurées de la part de l'État, justement pour contrer leur innovation beaucoup plus rapidement, des innovations de services de renseignement et policiers, les ressources à la disposition des services de renseignement pour lutter contre le terrorisme, pour faire des interceptions de sécurité, sont démesurées par rapport à d'autres types de délinquance. Donc si vous menacez la sécurité de l'État, c'est bien certain que l'État va mettre à la disposition de ses services des ressources qui n'ont rien à voir avec les ressources qu'on met à la disposition des services de police qui luttent contre donc des services de basse police contre la fraude financière. À moins que là vous menacez la stabilité des banques. Alors là, l'État va obtenir la collaboration des banques et ils vont innover contre vous. Et il y a une autre catégorie de délinquants, c'est ceux qui exploitent sexuellement les enfants, donc qui portent atteinte à l'intégrité physique des personnes vulnérables, des enfants particulièrement, et eux également vont se voir opposer beaucoup de ressources et des innovations plus poussées de la part des services de police. Alors, si vous pouvez éviter ces trois catégories-là, normalement, vous êtes pas mal protégé en tant que délinquant. Vous pouvez innover avec une réponse policière qui est quand même atténuée par rapport à ces trois catégories que je viens de nommer. Et c'est vrai, j'ajouterais juste une chose quand vous dites là, il y a des crimes sur lesquels l'État met plus de pouvoir. On l'a vu après Saint-Jean-sur-Richelieu et Ottawa, les deux attentats là en octobre 2014, 2015, je sais plus, ça temps passe vite. Ils ont littéralement dépouillé les services d'enquête de criminalité, sur le crime organisé, criminalité financière, etc. et tout, pour transférer tout ça dans les équipes intégrées de sécurité nationale, que ce soit Montréal, Ottawa, Montréal-Toronto, pour citer les deux plus importantes. Donc ils ont déshabillé finalement d'autres unités de lutte à d'autres crimes, parce que la priorité, effectivement, c'était pas par rapport au nombre de morts, puis on va pas faire de comptabilité macabre, mais évidemment c'est un crime de sang, c'est un crime qui se voit, c'est un crime qui frappe l'imaginaire, et on voulait pas qu'il y en ait d'autres. Donc finalement, les ressources de la police ne sont pas extensibles. Donc on a quasiment enlevé la moitié des effectifs.
Puis on l'a vu pour gonfler les effectifs des équipes intégrées de sécurité nationale. C'était la priorité. Et effectivement, il y a des enquêtes qui ont dû, que ce soit dans le crime organisé, financier, etc., qui ont dû en pâtir. C'est évident, quoi. Puis même, parce qu'à un moment donné, les ressources sont plus multipliables. Petite remarque aussi, vous avez parlé de l'affaire Lagacé, que je connais bien, parce que je me suis retrouvé dans un des affidavits. Oui, les compagnies de téléphone collaborent, mais elles n'ont pas le choix, quoi. Elles se retrouvent avec un mandat, un subpénat, elles n'ont pas le choix que de livrer les registres, etc. Donc, c'est pas une collaboration, toujours, ils le font parce qu'ils ont un ordre de la cour de le faire, quoi. Voilà. On est d'accord. Tu voulais relancer? Non? Non, mais il y a une collaboration aussi, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix, quoi. C'est ça, ils se retrouvent avec un subpénat, et puis voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve avec nos téléphones, on est obligé, avec tous nos contacts qui partent à la police. Ben merci, c'est des réponses en tout cas très intéressantes, oui. Ça donnerait le goût d'en parler encore plus longtemps. On va avoir l'occasion aussi, vous pourrez en parler directement avec les gens. Je vais peut-être juste rappeler, je me suis gardé le mot de la fin, là. On avait l'objectif, disons, d'explorer cette dynamique-là qu'il pouvait y avoir entre innovation et criminologie. C'est un domaine qui est encore très peu étudié et qui pourtant fait partie du quotidien, on l'a vu, des délinquants, des acteurs de la sécurité, mais aussi des chercheurs, ceux qui veulent étudier les phénomènes délinquants. Je vous encourage à parcourir le livre, vous allez voir, comme Benoît dit, c'est très intéressant, très, très riche comme livre. En fait, vous allez voir, il y a toute une diversité, puis c'est ce que je trouvais intéressant dans ce projet-là, en fait, c'est que ça nous a permis d'aller chercher plusieurs thèmes différents pour aborder cette thématique d'innovation-là. On va parler du sujet de terrorisme, cybercriminalité, de criminalistique, de fraude, puis j'en passe. En fait, il y a on a une très belle diversité de thématiques qui sont abordées dans le livre. Et puis, vous allez voir qu'au final, en fait, vous allez constater toute l'importance d'étudier davantage le phénomène d'innovation en criminologie. Vous allez voir aussi qu'il va être important d'évaluer par contre les innovations qui vont être développées pour voir quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises innovations. Et il faut aussi assurer une diffusion et un partage d'informations sur les bonnes innovations qui sont développées, bien sûr, du côté des acteurs de la sécurité et de la recherche et non pas du côté des délinquants. Alors, ouais, je pense que ça conclut. Je tiens à vous remercier aussi personnellement. Peut-être que... Oui, mais en fait, peut-être deux petits points importants. Donc, on me rappelait de vous dire, donc, le livre, évidemment, est en vente ici, à la librairie. Et aussi, peut-être plus important encore, que donc il y a des bouchées et du vin qui vont être servis à l'arrière dans quelques instants, dès que vous m'aurez aidé à remercier nos deux panélistes en avant. Merci beaucoup d'être là et merci à vous aussi d'être ici. On a plusieurs auteurs aussi des chapitres qui sont présents ce soir avec qui vous allez pouvoir discuter.